Bonjour à tous et bienvenue sur Séries et Jeux vidéo. Ça y est, l'épisode tant attendu est passé et autant dire qu'il a divisé le public. Comme l'avait déclaré Emilia Clarke, la fin de Game of Thrones sera clivante. Elle ne pouvait pas avoir plus raison. Les épisodes à venir vont être déterminants pour la trace que laissera la série dans l'histoire. Est-ce qu'on aura droit à une fin à la Dexter ou à la Lost avec une profonde frustration ou une fin qui assouvira les attentes des fans de toujours? Les showrunners vont avoir du mal à satisfaire tout le monde de toute façon, mais j'attends encore des twists intéressants et quelques retournements de situation à la hauteur de ce que HBO et J.R.R. Martin ont pu nous proposer jusqu'à aujourd'hui. Je vous propose cette semaine une série de théories sur la fin de la saison avec une série de questions qui concernent les théories qui m'ont le plus hypé ces derniers jours. Donnez-moi votre avis sur quelle théorie vous paraît la plus crédible ou celle que vous aimeriez voir se réaliser. Comme d'habitude, ces théories peuvent se réaliser, donc si vous avez peur des spoilers, passez votre chemin. Sinon, passons quelques minutes ensemble, générique. Numéro 1. Quel est l'état des troupes du Nord? Le trailer de l'épisode 4 débute sur l'incinération des cadavres de la bataille de Winterfell, et autant dire que le nombre des victimes est assez impressionnant à voir les charniers qui sont entassés à l'entrée de la cité du Nord. La cérémonie organisée pour rendre hommage à ceux qui sont tombés au combat nous présente les acteurs principaux de la bataille qui se déplacent pour mettre le feu au corps, et dans l'ordre on retrouve de gauche à droite Tormund, Arya, Sansa, Jon, Vergris, Daenerys et Sam. Tous semblent au même niveau dans cette cérémonie et aucune étiquette n'est respectée. Toutefois, Jaime, Brienne et Tyrion sont laissés en retrait. Concernant l'état de la population présente à la cérémonie, on peut visiblement compter un grand maximum de 300 personnes en restant généreux, mais il semble que les Immaculés qui marchent dans la cour de Winterfell soient un peu plus nombreux que sur la scène de la cérémonie. Quoi qu'il en soit, je ne pense pas qu'en l'état, les troupes dépassent les 500 têtes. Il est donc évident que si un assaut est prévu contre King's Landing, il est nécessaire de créer des alliances et rallier des troupes pour grossir les rangs de l'armée du Nord. Que reste-t-il comme troupes disponibles et utilisables dans un assaut? Les plus proches et les plus évidentes sont donc les troupes du Conflant, de la maison Tully et donc de la famille directe des Stark. Menée par un Edmure Tully qui est le frère de Catelyn Stark, l'armée des Tully reste quand même assez modeste parce qu'elle a été profondément touchée par le mariage rouge et l'assaut des Lannister sur River Run. En tout cas, Tobias Menzies, qui incarne Edmure Tully, est prévu dans cette 8e saison, donc il fera une apparition quoi qu'il arrive dans les 3 épisodes à venir. Le départ à cheval de Jon et Davos laisse forcément présager une mission diplomatique pour rallier les maisons les plus proches de Winterfell et donc forcément la maison Tully. Mais les Tully ne sont pas les seuls à portée de cheval et n'oublions donc pas la maison Glover, qui a encore une armée intacte parce qu'ils avaient refusé leur assistance contre les marcheurs blancs lors de la bataille de Winterfell. On ne parle pas d'une armée essentielle dans l'aventure parce que les troupes atteignent péniblement les 500 hommes, mais chaque homme armé sera essentiel dans l'assaut contre Cersei et les Glover sont au moins connus pour une compétence au combat tenace et impitoyable. Le seul détail, c'est que l'arrivée d'une reine Targaryen et avec elle les troupes fernées vont provoquer pour ce peuple une réaction épidermique suite aux événements du passé, surtout concernant Yara Greyjoy qui a pris d'assaut Motte la Forêt au même moment où Théon prenait d'assaut Winterfell par surprise. Avant de retrouver son frère, Yara avait pris en otage la famille de Robb Glover. Les retrouvailles des deux maisons risquent donc de s'avérer assez tendues avant la bataille. Concernant les troupes en poste à Winterfell, à en croire le teaser, la bataille qui restera certainement mythique à Westeros a marqué un changement d'attitude des seigneurs du Nord envers Daenerys parce qu'ils la saluent tous suite à un discours de motivation qui a lieu dans la même salle où Brienne a été adoubée par Jaime à l'épisode 2 de cette saison 8. Malgré des réserves très marquées de Sansa qui recherche encore très certainement une autonomie totale du Nord, il semblerait donc que les troupes de Winterfell aient adhéré à la reine Targaryen. Au moins jusqu'à preuve du contraire par des actes extrêmes dont elle est capable depuis quelques saisons. Il semblerait que la théorie de la Mad Queen ne soit pas complètement mise de côté, mais je reviendrai dessus plus en détail plus tard. Concernant les moyens matériels, si on peut parler de matériel sur ce point, on a découvert dans ce teaser que Rhaegal a bien survécu à sa chute lors de la bataille de Winterfell et sa disparition surprise juste au moment où Jon aurait eu besoin de lui pour écarter ce mur de mort monté par le roi de la nuit. On constate tout de même que Rhaegal n'est pas sorti complètement indemne de la bataille et ses ailes présentent des trous qui provoquent très certainement des faiblesses dans son vol et empêcheront très probablement Jon de le monter avant quelques temps. C'est ce qui explique sans doute le départ de Jon et Davos à dos de cheval face à Gilly. Drogon semble totalement indemne, lui, à voir ce petit sourire bien flippant qu'il nous livre à côté de sa gentille maman. Ajoutons à ça la flotte Targaryen qui s'élève à vue de nez à une trentaine de navires et qui pourrait très bien permettre à Daenerys de se transporter jusqu'à Meereen pour retrouver Darius et les Second Sons qui pourraient être assez utiles dans cette bataille qui est annoncée au moins aussi impressionnante à Port-Réal. Quoi qu'il arrive et si on se rappelle les images du trailer de la saison 8, il est certain que Jon et Daenerys se retrouveront à un moment à Dragonstone pour un conseil assez problématique devant cette énorme
cheminée. Autre possibilité à ne pas écarter parce que la maison en question fait partie des 4 maisons principales de la série, la présence de Gendry à Winterfell et sa légitimisation comme héritier direct de Robert Baratheon permettrait de pouvoir réclamer la participation des troupes Baratheon dans la bataille. Concernant les troupes de l'armée de la maison Baratheon, il est assez difficile d'estimer le nombre des soldats potentiels parce que la plupart étaient stationnés à Port-Réal sous le règne de Robert et ont forcément maintenu fidélité à la reine Cersei. Par contre, une partie des troupes était stationnée à l'origine à Dragonstone et elle s'élevait à plus de 3000 hommes. Donc il reste forcément quelque part des troupes liées à la maison Baratheon ou qui appartiennent à des maisons qui sont alliées à la maison Baratheon. Et quoi de plus évident comme légitimisation de Gendry qu'un mariage avec Arya de la maison Stark. N'oublions pas non plus qu'un roi peut tout aussi bien légitimer un bâtard et Aegon Targaryen serait parfaitement en position de le faire, mais les conséquences compliqueraient profondément la romance avec Daenerys. Pour terminer, il reste encore une armée qui a été littéralement oubliée durant les 8 saisons de Game of Thrones, à savoir l'armée de Dorne, qui doit avoir forcément des comptes à régler avec la reine Cersei, qui a fait exécuter Ellaria et sa fille Tywin de la manière la plus choquante qui soit. Par contre, concernant les troupes de Dorne, on parle de 20 000 à 40 000 hommes qui pourraient encore être menés par 5 filles Martell qui restent encore en vie et qui pourraient avoir un compte à régler avec la maison Lannister. Il y a donc un énorme potentiel avec les troupes stationnées à Dorne qui pourraient parfaitement être transportées par la flotte Targaryen directement sur Port-Réal. Donc pour récapituler, on peut compter de manière généreuse environ 300 hommes à Winterfell, un petit millier d'hommes qui viendraient du Conflant, peut-être un peu plus de 500 hommes qui seraient fournis par la maison Glover, sauf incident diplomatique provoqué par la présence des Greyjoy dans l'Alliance, plus d'une trentaine de navires liés au Fernet, un dragon et demi, mais potentiellement 2 apports non négligeables de plusieurs milliers d'hommes pour les troupes liées à la maison Baratheon que pourrait réclamer Gendry, et également les troupes de Dorne, les sables du désert qui pourraient, elles, s'élever à une grosse moyenne de plus de 30 000 soldats remontés à bloc. Sur le papier actuellement les troupes font peine à voir, mais avec une bonne campagne de ralliement contre la reine Cersei qui a un talent assez impressionnant pour se faire détester de tous, les pouvoirs pourraient parfaitement s'équilibrer pour une bataille sans précédent. Numéro 2. Daenerys peut-elle basculer et devenir l'ennemi ? Continuons à présent notre état des lieux en nous attardant un peu plus sur ce qui se prépare visiblement à Port-Réal. On peut voir dans le teaser qu'une foule est en train de se regrouper pour passer la porte rouge et entrer dans le donjon où demeure la reine. 2 possibilités pour justifier ce regroupement des habitants de Port-Réal. D'un côté, la mise en scène de demande en mariage effectuée rapidement par Euron sur le balcon peut nous laisser penser à la mise en place de noces royales entre la famille Greyjoy et la famille Lannister. Surtout si on s'attarde un petit peu sur la tenue des civils qui se regroupent à l'entrée du donjon. Visiblement, il s'agit clairement de tenues de nobles ou au moins d'une population proche de la cour royale. Vous me direz, il semblerait assez peu crédible que Cersei soit capable de regrouper le peuple proche de ses quartiers, mais quand même la question se pose. Deuxième possibilité, et je pense que c'est probablement la plus crédible, Cersei mettrait en place avant l'arrivée des troupes de la famille Targaryen une sorte de propagande destinée à faire passer Daenerys pour un danger potentiel pour les habitants de Port-Réal et indirectement pour la population globale de Westeros. Comme elle l'a déjà fait, Cersei ferait donc passer Daenerys pour la descendante légitime du roi fou, avec tout ce que ça implique de danger pour la population. Quoi de mieux pour ça que d'organiser une réunion de sa cour dans le donjon rouge avec comme excuse de vouloir les protéger de cette reine armée de dragons et de dangereux Dothraki. Elle pourrait de la même manière profiter de la victoire de la bataille de Winterfell contre le roi de la nuit pour faire passer l'histoire de l'armée des morts pour une fable inventée pour faire peur aux habitants de Westeros. Je ne l'ai pas encore dit, mais c'est évident que regrouper une bonne partie de la population de Port-Réal dans le donjon rouge représente pour la reine une assurance en or pour la protéger contre une attaque de dragons contre le centre névralgique de la cité. Mais gardons en tête que quoi qu'il arrive, Cersei gardera très certainement toujours à cœur de vouloir se venger pour cette torture et cette honte qu'elle a vécue lors de la marche de la honte organisée par le Grand Septon et où le peuple de Port-Réal lui a fait connaître un moment qu'elle ne pourra jamais oublier. Sachant en plus de ça qu'elle a un sens particulier d'une justice poétique contre ses ennemis et qu'elle dispose d'un stock encore assez impressionnant de feux grégeois dans les sous-sols de la ville, vous avez donc une bonne idée de ce qu'elle pourrait avoir en tête si les choses venaient à tourner mal. Encore 2 possibilités se dessinent en s'attardant sur ce détail. D'un côté, Cersei pourrait mettre en place un plan visant à mettre Daenerys face à une série de décisions qui la placeraient toute aux yeux du peuple comme une reine dangereuse et meurtrière en la faisant passer pour la méchante ou la Mad Queen. Je n'imagine pas encore quelles seraient ces possibilités, mais un choix de Sophie placerait Daenerys dans une situation intenable pour pouvoir être légitime à l'avenir sur le trône. La deuxième possibilité, et celle-là je peux l'imaginer sans aucun problème, Cersei ferait approcher Daenerys du donjon rouge et une fois les dragons à portée du palais, elle déclencherait le feu grégeois en quittant les lieux par des passages dissimulés pour faire passer la reine Targaryen pour l'héritière directe du roi fou Aerys II.
Dernière possibilité, et je pense que c'est littéralement la meilleure en termes de fin dramatique pour la série, Daenerys serait poussée dans ses derniers retranchements pendant la bataille de Port-Réal et tournerait finalement à la Anakin Skywalker en lâchant sur le donjon rouge rempli de populations innocentes le feu de ses 2 dragons sans aucune pitié. Rappelons-nous de la vision qu'elle a eue de la salle du trône complètement détruite et à première vue recouverte de neige, où elle ne serait pas capable d'atteindre le trône de fer. Mais est-ce que c'est bien de la neige et pas simplement une couche épaisse de cendres qui serait le résultat d'une attaque de dragons sur le palais avec l'immolation de toute une partie de la cour royale? Un acte comme celui-là, à l'épisode 5, nous laisserait un dernier épisode épique où Jon, Sansa et Arya seraient obligés de se liguer pour sauver Westeros d'une reine implacable et qui aurait basculé dans une folie destructrice comme le tristement célèbre Aerys II. Numéro 3, Bran n'est-il pas plus que la corneille aux 3 yeux? Maintenant qu'on a bien établi les 2 camps qui sont en train de se mettre en place pour cette grande guerre finale entre Lannister et Targaryen, pourquoi ne pas nous attarder 2 secondes sur ce que Bran pourrait réellement être maintenant que le roi de la nuit a disparu? On sait tous qu'il a visiblement mis en place une bonne partie, si ce n'est pas tous les événements qui se sont déroulés jusqu'à maintenant. Si on repense à tous ces événements qui ont mené à la mort du roi de la nuit, et surtout toutes ces étapes qui ont mené la dague en acier valyrien jusque dans les mains d'Arya, à ce sujet, une théorie existe qui impliquerait que Bran aurait organisé tous ces événements depuis la toute première saison de la série et même peut-être avant ça. Reprenons donc du départ. La dague en question aurait appartenu au roi fou Aerys Targaryen via le trésor de sa famille. Or, le roi Aerys II bascule dans la folie après qu'il ait été victime d'une série de visions d'horreur qui l'ont poussé à vouloir passer par le feu toute la population de Westeros. Le roi fou aurait donc été poussé dans la folie par des visions provoquées par un Bran manipulateur pour qu'un valeureux chevalier décide finalement de sauver la population en lui plantant une lame dans le corps. La dague en possession du roi aurait donc pu à ce moment être ramassée par Jaime lui-même ou éventuellement un Littlefinger opportuniste qui serait passé par là. Je sais que la théorie semble tirée par les cheveux, mais elle n'est pas terminée, suivez-moi dans ces idées inquiétantes. Concernant le périple d'Arya, il n'aurait en aucun cas été possible sans que d'une part la tentative d'assassinat de Bran avec cette même dague n'ait été reprochée à Tyrion à cause de cette dague et des propos de Littlefinger et d'autre part sans que le roi Robert n'ait eu une fin funeste. Les 2 épisodes sont directement ou indirectement liés au pouvoir de Bran. La tentative de meurtre sur le jeune Bran a été empêchée par le loup Summer de la famille qui aurait pu être contrôlé par la corneille aux 3 yeux bien plus tard et d'un autre côté, en écartant le coup de main empoisonné de Cersei, la mort de Robert Baratheon est-elle provoquée par un animal, un cochon sauvage qui s'est jeté sur lui durant une partie de chasse? Quand Mélisandre lui rappelle leur première rencontre durant la bataille de Winterfell, elle ajoute d'ailleurs cette citation de Silvio Forel qui a pour but de lui rappeler que tout l'entraînement d'assassin qu'elle a suivi était tout simplement son destin depuis le début. Toujours de la même manière, les acteurs qui ont participé au voyage d'Arya, et principalement Beric, qui sera au final celui qui protégera son chemin dans les couloirs de Winterfell, sera celui qui a été ramené à la vie par le Seigneur de la Lumière. Et c'est là que la théorie devient complètement dingue mais prend un sens assez intéressant. Il va falloir pour ça partir du principe que les miracles qui sont crédités à ce Seigneur de la Lumière ne sont en fait que les concrétisations des vrais pouvoirs de Bran, bien décidé à construire un chemin bien précis pour qu'Arya et la fameuse dague se retrouvent ensemble à cet endroit et à ce moment précis. Beric, qui aurait été ramené à la vie de nombreuses fois, ne l'était donc pas par un prêtre bidon récitant des prières dans le vide, mais également que les mêmes prières récitées par Mélisandre après la mort de Jon n'aient pas été plus efficaces, ou même le limier survivant après son exposition au feu, qui avait été déclaré visiblement mort par le Septon Rey quand il avait été examiné et qu'il l'avait même pensé mort à plusieurs reprises pendant son rétablissement. Tous ces acteurs de la vie d'Arya auraient donc été ramenés à la vie à peu près dans les mêmes circonstances sans qu'aucun des 3 ne soit passé par un prêtre rouge reconnu. Si vous vous rappelez également la bataille de Winterfell et le passage où Mélisandre tente d'allumer les tranchées par la prière, de la même manière comme quand elle a tenté de ramener Jon à la vie, elle a tenté de manière répétée de réciter ses prières qu'elle pensait efficaces. Mais dans les 2 cas, elle arrive à un point où elle perd quasiment tout espoir de réussir. Et dans les 2 cas, le miracle survient au moment où tout semble perdu. La conclusion de cette théorie serait donc que Bran, la corneille aux 3 yeux, serait en fait concrètement la personnification sur Terre du Seigneur de la Lumière avec tous les pouvoirs qui lui sont attribués, comme le roi de la nuit serait à l'opposé la personnification sur Terre du Seigneur de la mort, lui aussi capable de faire revenir les morts. L'un comme l'autre sont capables de construire un scénario sur une longue période pour arriver à leur fin. On connaissait celle du roi de la nuit, mais Bran n'avait-il pas en tête exactement le même but? Il agissait juste d'une manière plus défensive et attentive en plaçant ses pions de manière discrète pour les aligner parfaitement au moment clé. Jon face au dragon qui attire l'attention de la bête et qui crie à Arya pour
pour qu'elle puisse se faufiler dans le dos de Viserion et atteindre l'endroit où se trouvait Bran et le roi de la nuit et lui plante finalement cette dague qui a circulé dans des mains inattendues jusqu'à ce que Bran lui remette finalement en main propre en saison 7. Cette théorie qui semble complètement tirée par les cheveux pourrait donner à cette mort précipitée et incompréhensible du roi de la nuit un sens complètement différent, tordu et plein d'ironie et de panache. Par contre, si cette théorie se vérifie, deux problèmes se posent. D'une part, comme pour le roi de la nuit, si Bran meurt, tous ceux qu'il a réussi à ramener à la vie mourraient donc immédiatement. Et deuxième problème, quelle serait la nouvelle personnification du Seigneur de la Mort, l'opposé nécessaire du Seigneur de la Lumière? Celle qui l'a éliminé? Ou un autre personnage bien plus machiavélique et dangereux pour Westeros? Numéro 4, Tyrion peut-il trahir Daenerys? Vous allez me dire que je fais une fixation sur la pauvre Daenerys, mais selon moi, tous ces petits épisodes qui laissent douter sur la santé mentale de la reine Targaryen, tous ces épisodes de sa vie qui lui ont fait vivre des moments impensables, une enfance en exil après que son père ait basculé dans la folie, un frère qui lui dit droit dans les yeux qu'il serait capable de laisser toute l'armée d'Dothraki et même leurs chevaux la violer si c'était nécessaire pour atteindre le trône de fer, la mort de son mari qu'elle aimait et de l'enfant qu'elle attendait de lui, tous les moments où elle a été traitée comme une petite insolente sans aucun pouvoir, assister à la mort d'un de ses enfants sous ses yeux et à l'utilisation de son cadavre contre elle, à une désillusion au moment même où elle pensait qu'elle était arrivée à un point où elle pouvait réclamer ce qui lui revenait de droit à cause de la révélation de Jon, tous ces événements pourraient pousser n'importe qui à la folie ou à un comportement plus ou moins déviant. Deux événements m'ont poussé à croire que même si elle ne bascule pas forcément dans la folie, Tyrion pourrait tout simplement en avoir été persuadé par deux personnes. Par Bran d'abord, au moment où Tyrion décide de lui demander de lui raconter au moins une partie de ses connaissances de la corneille aux trois yeux, et ensuite avec Sansa dans les cryptes pendant la bataille de Winterfell, où un lien se resserre visiblement entre les deux personnages. À ce moment, je pense que la part de Littlefinger qui a été distillée pendant plusieurs mois d'échanges entre les deux ressort pour manipuler un Tyrion qui paraissait stratégique et très malin au départ, mais qui se laisse finalement facilement berné depuis quelques temps maintenant. Sansa recherche l'indépendance du Nord que Daenerys ne semble pas en mesure de lui accorder et elle a remarqué qu'elle pourrait se servir de Tyrion pour atteindre son but et soit éliminer la reine Targaryen, soit la manipuler par ce gentil garçon un peu trop crédule. Numéro 5. Arya peut-elle tuer Cersei? La dernière théorie qui repose principalement sur deux citations concerne encore une fois Arya. La première, c'est Cersei qui parle en voix off dans le teaser de l'épisode 4 et qui, en parlant de la grande guerre qui arrive, déclare qu'elle veut couper l'arbre Targaryen jusqu'à la racine exactement avec les mêmes mots qu'a utilisé Arya quand elle a empoisonné toute l'assistance de Walder Frey dans sa vengeance pour le mariage rouge. Est-ce qu'on peut y voir l'ironie du narrateur pour la fin de Cersei, de la même manière que la famille Frey? Mais le fait qu'Arya serait capable d'exécuter la reine Lannister est plus spécifiquement exprimé par Mélisandre dans la bataille de Winterfell. Quand elle lui dit qu'elle va fermer des yeux bleus pour lui faire comprendre qu'elle est celle qui éliminera le roi de la nuit, elle fait référence à leur première rencontre. Mais au moment de cette rencontre, les mots n'étaient pas exactement dans cet ordre-là. Elle a dit à ce moment qu'elle voyait Arya fermer des yeux marrons pour Walder Frey, des yeux bleus pour le roi de la nuit, mais elle finissait par des yeux verts. Et devinez qui a les yeux verts à Port-Réal. Bingo, c'est Cersei. Alors est-ce que vous croyez que les showrunners sont capables d'attribuer au personnage de Maisie Williams l'assassinat de deux des plus gros vilains de la série? Sachant que si ma théorie précédente s'avère vraie, le vrai boss final pourrait très bien être éliminé par quelqu'un d'autre et tout pourrait donc prendre sens. Comme vous l'avez vu, mes théories de la semaine sont parfois terre à terre, parfois complètement tordues, et même carrément conspirationnistes, mais j'avais envie de pousser certaines idées qui me semblaient assez intéressantes et qui pourraient sauver la fin de la série qui m'inquiète parce qu'elle suit un chemin tristement bien trop prévisible. Si mes théories ne se vérifient pas, je prendrai quand même plaisir à découvrir ce que HBO va nous proposer parce que je suis certain que des surprises hors du commun vont avoir été imaginées par Weiss et Benioff avec l'aide de J.R.R. Martin. Merci d'avoir suivi cette vidéo, vous savez ce que vous devez faire, je n'ai pas à vous donner de conseils. Je vous rappelle juste que vous pouvez suivre l'actualité sur mes comptes Twitter et Instagram et que c'est là que vous pouvez faire connaître la chaîne en partageant tout ce que je poste pour que mon travail soit encore plus visible. J'attends tous vos commentaires et je me prépare à tout un tas de critiques sur certaines théories qui peuvent paraître totalement folles mais elles m'ont plu et elles seraient géniales à l'écran pour une fin de saison complètement tordue à l'image des mariages rouges, des exécutions de personnages principaux, des empoisonnements de rois psychopathes ou de résurrections de bâtards exécutés par ses frères d'art. Allez-y, donnez-moi votre avis et si vous avez aimé, cliquez sur le bouton like pour que la vidéo apparaisse sur tous les écrans. On se retrouve mardi pour l'analyse de l'épisode 4 et en fin de semaine pour la critique de la saison 4 de Lucifer que j'attendais avec impatience. Quoi qu'il arrive, profitez bien, regardez des séries, jouez à volonté et je vous dis à très bientôt sur Séries et Jeux vidéo.